Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le pod. Nous sommes ravis de vous retrouver avec un troisième épisode interview déjà, où nous vous proposons de venir rencontrer un invité avec nous. Et pour ce troisième échange, c'est Julien Bougeot qui est venu boire un café à l'agence pour qu'il nous parle de lui, de son parcours, de son quotidien et de sa relation avec le social media. Un début de carrière à la télé, il est rapidement devenu CM pour des chaînes de télévision parce qu'il était le plus jeune de l'équipe. Un choix facile que l'on voit souvent se répéter. Après quelques années d'expérience, il poursuit en agence avant de se lancer en freelance. Aujourd'hui, il accompagne des entreprises pour raconter leur histoire, leur entreprise, leur activité, en s'emparant des techniques du storytelling. Mais il ne fait pas que ça. Bon, je vous laisse avec l'épisode pour en découvrir un peu plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je suis avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen, bonjour à toutes et tous. Tu vas bien ? Ça va, impeccable. Super. Eh bien, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, comme tu le sais. Nous sommes avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Gwen, bonjour Brian et bonjour tout le monde. Bonjour Julia. Tu vas bien ? Parfait et très heureux d'être avec vous. Tu as fait bon voyage pour arriver jusqu'ici ? C'était tout bien indiqué avec les flèches qu'il faut. Parfait. Parfait. Eh bien écoute, on est très heureux de t'accueillir au micro du pod pour échanger avec toi sur ton parcours professionnel. Et donc pour commencer, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs. Donc est-ce que tu peux nous donner ton nom, ton prénom, l'entreprise dans laquelle tu travailles, ton poste et depuis combien de temps tu l'occupes et nous parler rapidement de tes missions. On y reviendra après, mais voilà. Ça marche. Donc, je m'appelle Julien Bougeot. Je suis social media manager et je suis indépendant. Donc, je suis indépendant depuis juillet 2019. Donc, ça fait un petit peu plus de 4 ans. Voilà. Donc là, j'ai formalisé ça dans une petite entreprise là depuis un petit peu plus d'1 an qui s'appelle Follow Me Conseil. Voilà. Et donc, j'interviens dans toute une typologie de missions, donc qui vont du social media vraiment stratégie. Je fais aussi du community management plus opérationnel, de l'accompagnement, et ça, on va dire, auprès de toute une typologie de clients assez large. Super, et bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation rapide. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à ton parcours, si tu veux bien. Moi j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ce qui t'a amené vers ce métier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens et si quand tu étais enfant il y avait des signaux avant-coureurs qui faisaient penser que tu ferais ce métier un jour ? Alors, des signaux avant-coureurs, les premiers signaux n'étaient pas forcément dans le digital. Moi, j'ai toujours été attiré par les histoires. On va dire, si on prend un peu la DeLorean et qu'on remonte dans le temps, moi, j'ai toujours été attiré par les histoires. Moi, je suis un gros consommateur de télé à l'origine. Donc, j'ai eu la chance, après, de travailler dans ce monde de la télé où je faisais de la création de concepts d'émissions de télé. Donc, vraiment, je travaillais dans l'éditorial, écrire des émissions de télé. Comme j'ai eu un parcours scolaire dans plein de domaines, on va dire que ça, c'est un peu un fil rouge de ma carrière jusqu'à présent. J'ai notamment fait des études dans le digital. Et puis, travaillant dans le monde de la télé, on va dire au tournant des années 2010, on commençait à avoir un petit peu ces notions de réseaux sociaux qui commençaient à arriver. Et puis, à un moment donné, il y a un mot qui a éclos, c'était le mot de social télé. Et comme je travaillais dans ce domaine, que j'avais un background un petit peu dans le digital, on s'est dit, tiens, allez Julien, fais-nous des réseaux sociaux pour les émissions de télé. Donc je me suis lancé là-dedans. Donc j'ai commencé en fait à faire de l'accompagnement d'émissions sur les plateformes. Donc à l'époque, on était sur du Facebook, sur du Twitter. Et puis j'ai pris du plaisir, donc j'ai fait ça pour plusieurs émissions de télé. Et après, le chemin faisant, donc j'ai travaillé pour différentes entreprises, en agence, etc. Et donc j'ai perpétué en fait ce principe de raconter des histoires, de développer des concepts. Moi, je suis très ancré sur le principe de concepts éditoriaux, c'est-à-dire que c'est pas aller sur les plateformes sociales juste pour être présent, c'est y aller pour raconter quelque chose. Et on raconte quelque chose parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a une progression, on a une narration, etc. Et je pense d'ailleurs que la narration est un bel outil de captation des publics. Je pense que pour arriver à créer une communauté, à fédérer une communauté, il faut qu'on lui raconte une histoire. On va pas le dire épisode 1, épisode 2, épisode 3, mais qu'elle sente qu'on l'entraîne dans quelque chose, qu'elle est partie prenante.
différentes. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est dessiné, quoi. Voilà, cet amour des histoires, le côté télé, le côté concept qui m'a amené dans le digital, qui m'amène sur le social media, et où maintenant, voilà, on a plein de terrains d'expression avec toute une diversité de formats qui permet de continuer d'assouvir tout ça. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, finalement, tu as toujours fabriqué des histoires. Tu les as toujours conçues en amont, rédigées, diffusées. Ouais. Et du coup, ce qu'on ressent maintenant, aujourd'hui, très fortement sur les réseaux sociaux, qui est de dire il n'y a pas d'information spontanée, en réalité, tout est produit, fabriqué. Bah, finalement, tu le faisais déjà à la télé et tu as continué de le faire après sur les réseaux. C'est juste le média qui a changé. C'est ça. C'est en fait le mythe des réseaux sociaux instantanés où on claque des doigts et où on se dit oh, bah, Facebook, on va le faire sur sa pause déj parce que c'est suffisant, etc. En fait, non, moi, je me suis jamais inscrit là-dedans. On y va. En fait, on teste. Alors, par contre, les réseaux, c'est quelque chose où on teste tout le temps, mais on teste jamais de manière non préparée. Il faut que ça soit préparé. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va raconter, etc. Quelle expérience on va pouvoir produire pour le public. Et donc, ça passe effectivement par de l'écriture. C'est bête, mais un papier et un crayon, c'est peut-être pas très digital, en tout cas au sens numérique du terme, mais par contre, c'est essentiel pour préparer les réseaux. On est obligé d'établir une stratégie, d'avoir des points, d'avoir des points d'avancement, etc. Savoir comment est-ce qu'on va raconter ces choses, comment est-ce qu'on va s'organiser, parce que vraiment, le côté improvisation, ça, à mon sens, c'est pas compatible sur les réseaux. On a une impression d'improvisation quand on consulte les médias sociaux. On se dit, bah, quelqu'un a pris son smartphone, l'a allumé, c'est filmé, c'est sympa et tout. Mais derrière, en fait, quand on connaît un petit peu les coulisses de production, on sait très bien que ça ne se passe jamais comme ça. Et je pense que ça, c'est ma culture télé qui m'a aussi tout de suite mis au fait de ça, parce que je sais qu'allumer une caméra, s'exprimer ou allumer un micro, d'ailleurs comme on le fait aujourd'hui, hein, on n'est pas arrivé ce matin, on n'a pas allumé les micros et puis c'est parti, ça demande du travail pour avoir un produit, une narration de qualité. Il n'y a pas de posts spontanés, il n'y a que des posts qui ont été fabriqués en amont. Complètement. Et ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut aussi arriver à combattre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de marques qui pensent qu'il suffit juste d'avoir une idée, de la pousser, et puis après, c'est terminé. Non, il y a vraiment une réflexion en amont. Et au contraire, je dirais même que en fait, plus on prépare, plus ça nous offre de l'agilité à l'instant T. Ouais. C'est-à-dire que quand on a un planning qui est préparé un mois à l'avance, etc., en fait, ça nous permet des fois sur de la dernière minute, c'est-à-dire il y a une information d'importance qui tombe le jour J, et au contraire, de pouvoir ouvrir son planning, de pouvoir décaler des choses pour se prendre cet instant, c'est-à-dire ces quelques minutes ou peut-être une heure, etc., dont on a besoin pour rédiger cette communication de l'instant, parce qu'on a la latitude de se dire, on a déjà préparé en amont, donc on peut décaler les choses. Donc au contraire, je pense que c'est une vraie force, et c'est ce qui permet d'avoir ce côté instantanéité sur certains points précis. Ouais, tu es beaucoup plus à l'aise quand tu sais que tu as déjà de l'avance et tu sais que de toute façon, ce que tu as prévu, ça peut être décalé et c'est plus confortable au quotidien. Tu parlais beaucoup de l'écriture avant. Est-ce que tu dirais que l'écriture, c'est un point qui est clé pour faire ce métier ? À mon sens, c'est indispensable. Je pense que si on ne sait pas écrire, on a du mal à s'exprimer et on a du mal à se faire comprendre. Alors quand on parle d'écriture, on n'est pas en train de rédiger une lettre, quelque chose d'extrêmement développé, mais c'est savoir comment est-ce qu'on peut faire que son message il soit adapté aux médias. On voit bien qu'on soit sur Twitter, X, si on l'appelle X, qu'on soit sur du LinkedIn, qu'on soit sur de l'Instagram, on ne va pas s'exprimer de la même manière. Le CTRL-C, CTRL-V, il fonctionne très peu entre plateformes. On ne s'exprime pas de la même manière. Par contre, souvent, on a la même idée à pousser, mais il va falloir qu'on trouve la manière de la porter. Et on sait aussi que le temps de rétention sur les réseaux sociaux, il est extrêmement faible. Donc si on commence à partir dans une littérature développée, on sait très bien qu'on va perdre le public, même si derrière on a la meilleure idée, on a la meilleure intention du monde. Mais derrière, il faut qu'on trouve, l'écriture nous permet notamment de travailler nos accroches. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'en une seconde, les gens qui vont voir vont se dire, tiens, ce contenu-là, j'ai envie de le consommer. Contenu photo, c'est-à-dire la composition de la photo avec une composition graphique attrayante, une vidéo avec une amorce qui fonctionne bien, c'est-à-dire que commencer par un jingle ou commencer par, telle institution présente, on sait que c'est banni. Et dans le texte aussi, d'avoir cette accroche. Le meilleur réseau pour les accroches, et on voit que tout le monde se tire un peu la bourre là-dessus, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même le temple de l'accroche. De la première phrase. Complètement. Cliquez sur le voir plus, s'il vous plaît. Exactement, non, mais c'est ça, tout le challenge est là. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir 2 minutes sur ton parcours. Du coup, tu disais que tu avais fait le choix de te diriger vers des études dans le digital et qu'après, donc, tu avais travaillé à la télé. Donc finalement, tu es arrivé un peu dans le social media par hasard. Hein.
C'est ça. C'est vraiment le hasard qui m'a amené là-dessus. En fait, c'est parce qu'en fait, ça arrivait dans l'air du temps. Dans l'air du temps, ces réseaux sociaux ont commencé de plus en plus d'en parler. Donc moi, quand je suis arrivé dans le monde de la télé, j'avais entre 20 et 25 ans, à peine 25 ans. Et voilà, moi, je commençais à les utiliser, ces plateformes, en tout cas, à les découvrir. Et effectivement, c'est vraiment la convergence de tout ça. En tout cas, dans le monde de la télé, on fait beaucoup de veille pour ce qui se passe un peu à l'international, etc. Bien évidemment, on regarde très souvent ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, on commençait à voir ces hashtags qui apparaissaient dans les émissions. On commençait à avoir le principe de ce live tweet et de cette social télé qui apparaissait. Et donc, naturellement, j'ai été mis là-dessus parce que je faisais partie des plus jeunes de l'équipe. Et donc, tournant des années 2010, quand on est jeune, on est les réseaux sociaux, donc allez, hop, on part là-dessus. Puis moi, ça m'a permis de découvrir. Puis c'est ce que je dis, ça m'a pas du tout bridé dans ce côté rédactionnel et histoire. En fait, j'ai pas été mis sur du social media uniquement pour de la technique. J'ai été mis là pour raconter, fédérer. Et à l'époque, on fédérait facilement des énormes communautés. Moi, j'ai souvenir d'avoir fédéré des trucs. Alors après, on était sur des émissions de télé, donc on avait aussi une puissance avec une marque qui était largement diffusée. Mais malgré tout, on fédérait des audiences qui étaient énormes. Ok. Et alors, du coup, tu parles de la social TV début des années 2010. Tu te lances en indépendant en 2019. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Alors, entre les deux, il se passe donc quelques années en boîte de prod télé. Ensuite, il se passe le charter bien connu Paris-Nantes, je l'ai pris aussi. Donc voilà, je vais m'installer en région nantaise pour raisons personnelles. Donc après, moi, j'ai travaillé donc toujours dans le social media au sein du groupe Vorwerk. Alors, Vorwerk, si on le prononce à l'allemande, a priori, très peu connu comme ça. Par contre, son produit star est plutôt connu, c'est le fameux Thermomix. Donc là, j'ai travaillé pendant quelques mois sur les réseaux sociaux français du Thermomix. Alors, ça m'a fait découvrir une communauté de dingue, des aficionados complets de leur appareil. À l'époque, il y avait à peu près 250 000 personnes sur la page Facebook de Thermomix, avec un engagement incroyable. Des gens, mais le Thermomix, c'est un membre de la famille. Mais c'est pas juste une expression. C'est vraiment, il l'emmenait au camping, etc. Donc là, j'ai travaillé plusieurs mois là-dessus, sur ce sujet-là, qui a été extrêmement formateur, et notamment par la dimension internationale, parce que le Thermomix est présent dans quasiment tous les pays du monde. Hein. Et donc, en fait, on avait beaucoup de contacts aussi avec les autres entités internationales. Donc ça, c'était extrêmement intéressant, et notamment en termes de veille aussi, en termes de e-réputation. On a connu des sujets à ce niveau-là. Donc là, c'était assez formateur. Et après, je suis parti en agence. Pendant 2 ans et demi. Et donc là, j'ai appris, notamment, je me suis formé au ads, publicité sur les réseaux, de la formation aussi. Donc de l'accompagnement de personnes dans différentes structures pour les faire monter en compétences sur les réseaux, donc sur de la prise de parole, sur du calendrier éditorial, sur de la conception de contenu. J'ai le souvenir d'avoir notamment accompagné pour la création de live. Donc comment est-ce qu'on crée un live, comment est-ce qu'on écrit un live, parce qu'un live, ça s'écrit aussi. Il est fabriqué aussi, un live. Ça paraît dingue, mais effectivement, quand on a un live, normalement, on sait ce qu'on montre pour que tout du long. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, et puis là après, depuis indépendant, pour diverses circonstances, au bout d'un moment, je me suis dit tiens, on va se mettre indépendant, et puis avec plaisir, très intense, extrêmement diversifié. Ça, c'est une grande chance. J'ai vraiment l'opportunité d'être sur des sujets extrêmement diversifiés, larges. Je peux m'emparer de plein de thématiques, et ça, c'est plutôt chouette, étant donné que j'ai une nature curieuse, ça permet de découvrir plein de choses. Et là, donc, on arrive au moment où tu te lances. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais que tu avais créé une petite entreprise avec un nom. Pourquoi tu as choisi de communiquer au travers d'un nom de marque et pas au travers de ton personal branding ? Alors en fait, ça c'est un peu bâtard de mon côté. J'ai un peu les deux, c'est-à-dire que mon nom, effectivement, j'essaye de le faire diffuser, etc. Mais en fait, j'ai créé une structure parce que, notamment en termes de statut, c'est-à-dire qu'avant j'étais auto-entrepreneur. Bon, voilà, pour se lancer, c'est bien. Puis quand on voit que ça prend un peu plus, on essaye de structurer autour de tout ça. Je voulais pas forcément avoir un nom d'entreprise auprès de mon nom. Et le nom Follow Me, en fait, je vais pas forcément révéler, je laisserai les auditeurs chercher, mais en fait, il y a une vraie référence par rapport à ma pratique de jeux vidéo il y a de nombreuses années. Je vais pas le dévoiler là, faut pas dévoiler tous les mystères, mais voilà, il y a une petite référence par rapport à un jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ok, très bien. Voilà, il y a un jeu concours, je sais pas ce qu'il a gagné, mais voilà. On va réfléchir après, on en parlera. Ça marche. Et alors, du coup, on en arrive à ce que tu fais aujourd'hui.
Et du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus. Tu as de nombreuses casquettes, comme tu nous en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ces différentes casquettes et de la part de temps que chacune occupe sur ta semaine ou sur ton mois, en fonction de comment tu t'organises? Alors c'est bien, vous me posez des questions auxquelles je me suis jamais forcément posé. Non, en tout cas c'est une séance de psychothérapie. Non, c'est ça, exactement. Je vais sortir de là avec une organisation de dingue. Non, les différentes casquettes que j'ai. Alors il y a une casquette que j'ai, dont je me suis emparé dès que j'ai été indépendant, c'est celle en fait d'intervenant dans des écoles. Donc j'interviens dans des écoles en gros de l'écosystème numérique nantais. Voilà, donc là depuis 2016 à peu près, j'interviens dans un certain nombre d'écoles. Donc ça c'est une vraie envie personnelle là pour le coup. C'est-à-dire un peu dans la to-do list de ma vie, j'avais ça. Je voulais donner des cours, je voulais me lancer là-dedans. Je m'y suis lancé, j'y prends énormément de plaisir avec des sujets diversifiés qui ont en gros du marketing digital, au community management, à de la création de contenu, etc. Enfin, j'ai voilà, différents domaines dans lesquels j'interviens. Je tiens beaucoup à cette partie-là qui représente à peu près, je vais dire, un tiers de mon temps, si je le mets vraiment à la louche, parce qu'en fait, ça nourrit énormément mes autres activités. C'est-à-dire que là, je suis au contact d'une génération qui est plus tout à fait la mienne. J'espère rester jeune dans ma tête, mais la carte d'identité me trahit à ce niveau-là. Mais je suis au contact à peu près de personnes qui ont une vingtaine d'années et qui ont une pratique média, et donc social média, qui est différente de la mienne. Et donc ça, c'est extrêmement enrichissant, c'est-à-dire que effectivement, moi, je leur apporte des références ou en tout cas une structuration par rapport à mon métier. Eux m'apportent leur pratique média, ce qu'ils font culturellement. Donc c'est une rencontre entre les deux, on se nourrit mutuellement. Et en fait, moi, leur pratique média me nourrit énormément dans la réflexion et dans les actions que je peux faire auprès d'autres clients. Donc c'est pour ça que je prends un énorme plaisir là-dedans. Des fois, en plus, je suis au contact de profils d'étudiants que je trouve vraiment remarquables. Moi, il y a plusieurs profils d'étudiants que j'ai déjà recommandés dans des structures, etc. Ouais. Parce que je voyais que c'était des gens qui avaient ce truc en plus. Donc voilà, je trouve ça super. Je participe à des jurys sur des projets, etc. Je les emmène sur des projets. Ça peut être, par exemple, les emmener sur des projets de streaming, enfin on y va, on crée ensemble, on échange ensemble, et donc ça c'est une partie à laquelle je tiens énormément et qui est la partie originelle de mon travail. La deuxième partie, c'est vraiment donc plus du community management, donc là avec une partie strat, bien évidemment, parce qu'on ne part pas sur les réseaux sans strat, hein, c'est essentiel. Et donc là, c'est plus auprès de différentes typologies de clients, faire de la planification, de la rédaction de planning, création de contenu léger, parce que je ne suis pas un créateur de contenu à proprement parler, en tout cas, je ne me définis pas comme tel. Et puis après, publier, animer les conversations pour ensuite faire du reporting, etc. Et après, j'ai une partie qui est plus dans du social média un peu consultant, où là j'ai notamment donc là en ce moment je suis en contact avec France Télévisions. En tout cas je travaille auprès de France Télévisions, et notamment alors là c'est auprès de France Info et de l'offre jeunesse qui s'appelle Lumni, ainsi que d'autres structures dans le groupe. Et donc là j'interviens en tant que consultant social média, donc auprès de toutes les équipes social média de France Info, donc il y a à peu près une dizaine de personnes. Et donc là on travaille ensemble à la fois à créer des nouveaux contenus. Donc avec toutes ces narrations, on travaille notamment sur des projets à destination du jeune public, donc voilà, là où mes cours sont intéressants. Et donc là, on va essayer d'améliorer les prises de parole, travailler sur des nouveaux rythmes, des nouvelles narrations. On travaille aussi beaucoup sur des projets Twitch, parce qu'il y a une vraie volonté de monter là-dessus, et de faire changer aussi la tonalité. Notamment quand on est à France Télévisions, on a une tonalité qui est très solennelle, on est très service public, et on est très télé. Et donc là, on est en train vraiment de travailler ce côté où voilà, c'est plus incarné, c'est plus direct, on a une autre narration. On travaille aussi beaucoup sur des chiffres, hein, parce que mine de rien, par rapport à la quantité de réseaux et par rapport à la puissance des réseaux, on a un vrai aspect aussi stratégie, remonter de data, les analyser, en tirer les enseignements. Là, on ajuste des plateformes, et quand on ajuste des plateformes du côté de France Télévisions, c'est des plateformes à plusieurs millions d'utilisateurs. Donc c'est vrai que voilà, donc j'ai vraiment ces trois parties-là. Le cours, les interventions, côté humain, échange, le côté CM, et d'ailleurs que je veux vraiment garder, parce que pareil, j'ai pas envie d'être déconnecté de ce terrain-là. C'est-à-dire que aussi avoir les mains dans le cambouis, pour moi c'est essentiel. C'est-à-dire que si derrière, dans les cours ou dans la partie consultant, j'ai pas cette partie les mains dans le cambouis, je vais être moins légitime là-dessus. Donc je le garde. Ouais. Ah, ça c'est, alors on te rejoint absolument là-dessus. On considère chez nous en tout cas
que les meilleurs consultants et consultantes, c'est d'abord des excellents techniciens et techniciennes. Il faut, parce que voilà, il y a plein d'outils qui changent. Là, quand on voit la suite business de Facebook a complètement évolué. Si on ne l'utilise jamais, on est incapable de répondre aux questions, ou en tout cas d'avoir les bons réflexes. Si on ne sait pas qu'on peut programmer, sur LinkedIn, maintenant on peut programmer. Je veux dire, si je faisais jamais de post de LinkedIn, si j'activais rien sur LinkedIn, je ne le saurais pas, etc. Et d'ailleurs, j'anticipe peut-être sur une question, mais aussi à titre perso, je fais aussi beaucoup de veille. Parce que pareil, à mon sens, la veille est essentielle dans ce métier, notamment dans le domaine de consultant. On est obligé de faire de la veille très régulièrement. Et moi, j'ai toujours cette espèce de chiffre clé qui n'appartient peut-être qu'à moi. J'ai toujours cette sensation de me dire que si je ne fais pas de veille, par exemple, pendant une période de 3 mois, je considère que je suis complètement hors circuit dans ce domaine-là. Et souvent, je me fais la réflexion, je me dis, tiens, il y a 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé dans les réseaux ? Et c'est vrai que si je n'avais pas regardé ce qui s'était passé il y a 3 mois, il y a des formats qui n'existent plus, qui n'existent pas, il y a des plateformes qui ont changé de nom. Enfin bon, c'est un peu de dingue, quoi. On est fait pour s'entendre. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était hyper intéressant sur quand tu donnes des cours. Toi, tu vas apporter aux étudiants et étudiantes un cadre, une structure, etc. Et eux, ils vont t'apporter leur pratique. Quand tu leur fais part de ton expérience, qu'est-ce qui les surprend le plus dans ton métier ? C'est en fait toute la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour eux, les réseaux, mais ça, c'est pas propre à la jeune génération, c'est propre un peu à tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se dégaine facilement. Et en fait, ils n'ont jamais cette dimension préparation. C'est-à-dire qu'un planning, pour eux, il n'y a pas besoin de planning. Pourquoi est-ce qu'on fait un planning ? Parce qu'on a un rythme à adopter, parce qu'on a un algo à nourrir. Pour ceux qui ont la référence, c'est comme un Tamagotchi, quoi. Il ne faut pas le laisser mourir, il faut le nourrir régulièrement. Et toute cette partie-là de préparation, finalement, ils ne l'ont pas du tout. Pour eux, on dégaine, on y va assez facilement et c'est parti. Ouais. Et c'est souvent ça. Pareil, faire une photo, c'est pas juste je prends mon smartphone et puis je fais une photo. Ou quelque chose de tout bête. Par exemple, quand on travaille sur des vidéos, moi j'ai un vrai truc où j'insiste énormément sur, par exemple, les sous-titres. Pour eux, les sous-titres, c'est quelque chose, limite, qui peut se générer automatiquement sur certaines plateformes, c'est génial. Mais je leur dis au contraire, je dis les sous-titres, ça demande un vrai travail, et même en termes de positionnement, je leur explique que même positionner des sous-titres, je dis c'est fondamental. Donc quand on positionne un sous-titre, on travaille sur le cadre, on retravaille le cadre, etc. Enfin, il y a plein de choses, et pour eux, ça, ils ne le soupçonnent pas du tout. Donc en gros, c'est, le diable se cache dans les détails, c'est vrai, et notamment dans le social media, je trouve. Ouais, eux, ils vont voir le produit fini, le post terminé, qui pour eux, mais comme d'autres, en fait, on parle des étudiants et étudiantes, mais tu as raison, en fait, je pense que nos familles ont la même vision. On voit le contenu terminé, publié. Parfois, on va avoir un contenu avec une image et un texte de 3 paragraphes. 3 paragraphes, ça n'a pas dû te prendre beaucoup de temps, oui, mais sauf qu'avant, en amont, il a fallu réfléchir à l'histoire que tu voulais raconter, comment tu allais l'amener, et comment ton texte est complémentaire avec ton image, etc. Enfin, il y a toute une partie conception qui est pas négligeable. Et on en revient à la notion de un contenu, il est forcément fabriqué. Il est forcément fabriqué, il est pensé, il est écrit. Des fois, c'est frustrant parce que ça peut être un contenu éphémère et des fois, c'est hyper frustrant. Des fois, les algorithmes le passent sous silence. Et c'est vrai que ça, c'est un peu la magie ou magie noire, ça dépend comment on veut la caractériser de tout ça. C'est que des fois, des contenus auxquels on pense beaucoup, on travaille beaucoup sur leur conception, sur leur réalisation, auxquels on croit beaucoup, des fois ne sont pas forcément les contenus qui travaillent le mieux. Et des fois, des contenus qui sont beaucoup plus simples sont ceux qui vont nous apporter une performance de dingue. Et ça, il faut l'accepter. Ça, c'est un vrai truc aussi. Dans ce métier-là, faut être assez modeste, assez humble par rapport à ce qu'on peut produire. C'est que des fois, des productions extrêmement simples vont produire des résultats qui sont insoupçonnés. Et puis, à l'inverse. On ne peut pas promettre de résultats à une marque, c'est clair. Aucun. Alors, du coup, on a parlé un peu des proches vite fait. Mais quand tu es en repas de famille, comment tu expliques ton métier à tes proches ? Ça aussi, c'est une question. C'est à peu près aussi long qu'un épisode du pod, je dirais, de l'expliquer. Non, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, comme j'ai plein de casquettes, je dis que je fais des cours et puis après, je travaille sur les réseaux, mais franchement, je rentre pas forcément dans le détail parce que je vais m'y perdre et puis je vais surtout perdre les gens à qui je tente d'expliquer ça. En fait, je vais plutôt répondre aux gens qui vont avoir la curiosité d'essayer d'approfondir le sujet. Mais je vais pas aller de moi-même et dire mon métier c'est parce que je les perds complètement. Mais si certains me disent mais attends, c'est des trucs comme ça, là je veux bien expliquer. Mais de base, je
Je travaille sur les réseaux, je donne des cours, et puis voilà, je travaille avec plein de clients à droite, à gauche, etc. Ils savent que j'ai un emploi du temps qui est très chargé. Ouais. Au moins, ils savent que je travaille. Il fait des trucs sur les réseaux sociaux, mais on sait pas trop quoi. C'est ça, voilà. J'ai pas forcément un public familial qui est extrêmement consommateur de tout ça de base. Bon. Il va sur Facebook tous les jours. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est à peu près ça. Très bien. Bon, je te rassure, on vit ça aussi. Hein. Ah, c'est Voilà, ça, c'est toujours frustrant ce métier-là. Ouais, c'est ça. Mais on a toujours tendance à vouloir te ranger dans une case. Tu vois, un comptable, c'est un comptable. Un aide-soignant, c'est un aide-soignant. Donc voilà, et tout le monde se représente assez facilement ce qu'on fait. Alors que nous, c'est vrai que voilà, en plus sur les réseaux sociaux, c'est dans ton quotidien. On a l'impression qu'un contenu, c'est hyper rapide à faire. Donc c'est pas vraiment un métier. Il suffit juste de savoir écrire et de cliquer sur un bouton. Donc il y a un peu, je pense, de difficulté à percevoir cette face immergée de l'iceberg dont tu parlais avec les étudiants et étudiantes. Tu dis quoi, toi, Brian, quand on te demande ce que tu fais dans la vie? C'est marrant parce que moi, je leur dis un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est je produis de l'information qui est diffusée sur les réseaux sociaux pour faire connaître des marques. Ouais. Voilà. Alors après, produire de l'info, c'est pas très tangible. C'est ça. Mais après, souvent, on va me poser des questions et puis ça permet de rentrer un peu dans le détail. C'est un peu comme toi. Il y a une porte d'entrée, puis après, celles et ceux qui veulent en savoir plus vont me poser des questions et on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais voilà, on aide les marques à être connues sur les réseaux sociaux. Très bien. Voilà. Et toi, Gwen ? Moi, franchement, à part mon entourage très proche où je vais pouvoir rentrer un peu dans le détail pour leur expliquer, parce que souvent, quand je dis ce que je fais, ils me disent « Non, mais concrètement, tu fais quoi de tes journées ?» Oui, c'est ça. Donc là, j'explique un peu mieux. Mais les gens un peu plus passagers ou que tu connais de plus loin, on va dire, et que j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, je dis que je travaille dans la pub. Dans la pub, carrément, d'accord. Ouais. Donc, c'est une partie, c'est une mais partie du métier. Alors, la pub, c'est hyper large, parce que finalement, je fais de la pub sur les réseaux sociaux, mais les gens cherchent pas, en fait. Ils disent « Ah, ok, d'accord, donc... c'est compliqué, T'es dans une case. Ouais, je suis dans une case. C'est multifacette, on n'est pas des boulangers en train de faire des baguettes. Ouais, c'est ça. On fait plein de choses. Ouais. Voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez des super moyens de vous présenter, n'hésitez pas. Faut on est preneur type ça. On est preneur pour la mise à jour des bio LinkedIn. C'est ça. Du coup, tu nous as pas mal parlé donc, de toutes tes missions, de toutes tes casquettes. Est-ce que tu as une semaine type ou un mois type, pour voir plus large peut-être ? Oh là 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 là. Avec beaucoup de questions compliquées. Non, moi type, j'en ai pas du tout. En fait, je pense que c'est en fait ta question, c'est la définition d'un indépendant. Un indépendant n'a pas de semaine type, clairement. Et en fait, je pense que moi, c'est quelque chose qui est limite stimulant pour moi. Et c'est pour ça que je pense que revenir au salariat, c'est quelque chose qui serait... À l'heure actuelle, c'est pas du tout dans les projets, c'est quelque chose, je pense, qui répondrait pas forcément à ce dont j'ai envie. Moi, j'aime bien, en fait, ces semaines où, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se ressemble. Alors oui, j'ai quelques réunions qui sont calées, etc. Mais il y a des jours... hier, par exemple, je travaille aussi pour un magazine consacré au monde de la radio. Hier, j'ai rédigé, par exemple, 2 articles. Mais j'ai peut-être pas en rédigé avant 4-5 semaines, par exemple. J'ai fait voilà, des réunions que je vais pas refaire non plus avec des clients avant plusieurs semaines. Là, dans quelques jours, je reprends les cours, par exemple. Donc, en fait, les semaines ne se ressemblent pas parce que je vais intervenir auprès de clients différents sur des missions différentes. Et pour moi, c'est vraiment stimulant. Donc, jamais de planning à l'avance. Un Google Calendar qui est très rempli, avec plein de trucs qui pop dans tous les sens. Mais au-delà de ça... pas spécialement, même pour faire ma veille, j'essaye de me trouver des temps, mais j'aurais jamais un temps défini où je me dis, tiens, voilà, je sais que ma veille, je la sors chaque semaine, donc j'arrive à me trouver un temps dans la semaine, mais est-ce que ça sera plutôt le mercredi, le jeudi, le vendredi ? Tu n'as pas d'auto-routine alors ? Aucune, et je cherche en fait pas du tout à en avoir. Je pourrais, je pense que si j'étais quelqu'un de plus structuré dans ma planification, je pourrais. Mais en fait, je pense que j'en ai clairement pas envie, en plus. Du coup, si je te demande ce que tu fais le lundi matin à 9h, genre la réponse de cette semaine n'est pas la même que la semaine dernière. Ah non, et puis alors, je pourrais même aller plus loin. Non, cette semaine, ça n'a vraiment pas été la même que les autres semaines, clairement. J'ai emmené ma voiture au garage. Alors, okay. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans ce métier-là, il y a 2 types de profils, 2 types de caractères, en fait. Ça dépend beaucoup du caractère, finalement. Oui. Tu as des caractères qui vont chercher de la stabilité, de la routine. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les semaines se ressemblent, mais il y a une base commune. C'est ritualisé, quoi. Ouais. C'est ritualisé.
c'est des profils qui ont besoin aussi, c'est pas une zone de confort, mais juste de savoir ce qui les attend, de visualiser ce qui les attend, de maîtriser les choses, de maîtriser son temps, dont je fais clairement partie. Et d'ailleurs, on a fait un test psycho là, à l'agence, on est un peu tous comme ça, c'est marrant. Ouais. Bon, pas totalement à 100%, mais on a des traits communs sur cette partie-là. Et il y a effectivement d'autres personnes qui, non, c'est pas possible pour elles. Il y a besoin justement d'avoir cette diversité et d'avoir des jours qui ne se ressemblent pas. Et ça, je pense que c'est pas forcément lié au métier, c'est lié au caractère. Ouais, et du coup, ça va t'amener peut-être dans des chemins différents. Parce que tu vois, moi, quand je t'écoute parler, je perçois aussi une chose, c'est que pourquoi tu n'as pas beaucoup de routine, c'est que tu fais quand même plus de formation, de consulting, qui va s'intégrer assez facilement dans un planning qui va différer d'une semaine à l'autre. Alors que si tu faisais 80% de production de contenu, sans doute. Là, en fait, sûr, et du coup, peut-être que tu ne serais pas épanoui. Oui, sans doute vivre davantage dans la contrainte, c'est quelque chose qui m'attire moins. Mais je te rejoins totalement là-dedans. Mais pour autant, cette organisation qui peut paraître un petit peu aléatoire quand je l'explique comme ça, malgré tout, me permet quand même d'assurer toutes les missions, c'est-à-dire que tous les trucs sont rendus en temps et en heure, etc. Enfin, j'ai jamais de retard ou d'écueil là-dessus, c'est-à-dire qu'au final, j'arrive toujours à m'organiser, au final, malgré tout, pour traiter les choses dans un ordre où ça va correspondre à tous mes clients. C'est-à-dire que j'ai jamais d'écueil sur des rendus. Je fais plein de choses en parallèle. Par contre, c'est vrai que moi, mes journées sont morcelées. Je peux travailler une demi-heure sur un truc, switcher sur autre chose. Des réunions où je coupe une visio, j'en démarre une autre 10 secondes après, où je suis passé, d'un rendez-vous pédagogique avec une école et je passe au rendu d'une strat auprès d'un client. Ça m'arrive très régulièrement. Et dans un sens, c'est grisant. J'avoue qu'enlever cette casquette et en remettre une autre en 3 secondes, moi, c'est quelque chose... J'y prends vraiment du plaisir et je pense que ça nourrit vraiment ma diversité. Et c'est pour ça que j'aime bien les nouveaux projets, j'aime bien me lancer dans des nouveaux trucs. Ouais. Et je pense qu'effectivement, l'indépendance va bien à ce type de personnalité. Complètement. Parce qu'en tant qu'indépendant, tu peux faire beaucoup plus facilement ça. Ouais. Ce qui est, effectivement, je te rejoins, plus difficile en agence. Ah oui. On a quand même une souplesse, une liberté, mais en agence, mine de rien, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec toi, il y a des clients aussi, il y a des engagements, et du coup tu es obligé de cadrer des process, et c'est vrai que ça, on en parle souvent, c'est pas fait pour tout le monde, et quand d'autres personnes vont chercher ça, tu vois, on en rencontre beaucoup, des social media managers comme toi, et il y a des gens qui nous disent non, moi je veux pas de cadre, un peu comme toi, et ça veut pas dire qu'ils sont bordéliques, c'est juste que non, c'est pas fait pour eux. Et d'autres qui cherchent absolument le cadre, la structure, etc. Et ça, c'est intéressant comme il y a vraiment deux typologies. Moi, je suis garant que de moi-même, finalement. Mais c'est ça. Et effectivement, avec cette manière-là de travailler, si j'étais garant d'autres personnes, il faudrait nécessairement que j'adapte mon... Mais ça, j'en ai conscience. Je sais que là, je suis garant que de moi-même. C'est-à-dire, mon emploi du temps, c'est moi qui le gère. Si je dois travailler le soir, c'est moi qui l'assume. Si je dois être un peu dans le jus sur certains trucs, en gros, je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est-à-dire, donc les discussions, elles sont faciles, j'ai juste à parler avec moi-même. C'est marrant, j'ai beaucoup connu ça quand j'étais seul, que je travaillais tout seul aussi. Je fais pas de semaine type. Tu m'aurais posé la question il y a 7 ans, j'aurais dit moi c'est comme ça vient, je m'organise comme je peux. Et c'est effectivement quand tu commences à travailler avec quelqu'un, je me souviens quand Marlène est arrivée et tout, et il faut commencer à caler des réunions, des points, etc. Puis après, il y a Gwen qui est arrivée, et c'est pareil, en fait, tu peux plus te permettre de dire on verra quand on aura le temps. Ouais, la dimension d'équipe, elle t'impose. Elle t'oblige, c'est sûr. Ah non, ça, là-dessus, j'en ai pleinement conscience. Moi, c'est pas du tout une envie que j'ai à l'heure actuelle, et voilà, je m'éclate dans mon truc, mais j'ai conscience d'avoir ce truc-là où, semaine type, c'est une notion qui m'est éloignée à l'heure actuelle, en tout cas. Ok. Top. En tout cas, on sent que tu es épanoui. Ça, c'est le principal. Ouais, ça m'amuse bien. Alors, du coup, on va parler un petit peu de ton organisation avec tes clients. Ouais. Comment est-ce que tu collabores avec tes clients ? Comment est-ce que tu échanges avec eux ? Comment est-ce que tu t'organises avec eux ? Alors, sur l'organisation, en fait, en étant indépendant, je considère qu'il faut être un peu caméléon. C'est-à-dire que, notamment sur l'organisation, c'est rarement moi qui vais imposer des choses. Je vais plutôt être aussi à leur écoute, la manière dont ils veulent qu'on échange, qu'on collabore, avec les outils avec lesquels ils veulent qu'on... Alors ça, j'en ai
une collection maintenant d'outils, entre les Teams, les Zoom, les Meet, les Planable, les Slack, tout ce qu'on veut. Vraiment, j'ai à peu près tout installé sur mon ordi, clairement. Et donc là-dessus, en fait, moi, en tant qu'indépendant, je n'impose rien, je suis à leur écoute, et la fréquence et la manière dont ils veulent qu'on échange, qu'on fasse des comptes rendus, je l'accepte. Moi, je considère que je suis là pour délivrer donc, des prestations, des formations, des choses comme ça. Et après, en fait, même si je suis indépendant, d'une certaine manière, je m'intègre quand même dans la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que je ne vais jamais arriver avec mes gros sabots en imposant quelque chose. On échange sur la nature de la prestation, sur le contenu de la prestation, mais derrière, sur la manière dont ça doit s'intégrer avec les équipes. Moi, je réponds à ça et je m'intègre là-dedans. Parce que c'est notre discussion juste avant, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, je collabore avec des personnes. Je collabore avec des responsables, je collabore avec des créatifs, je collabore avec d'autres personnes. Et donc, je me dois de respecter ce principe. C'est-à-dire, autant ma semaine peut être un Tetris énorme avec des blocs dans tous les sens, autant quand je collabore avec une entreprise, son process sera le mien. Et alors, comment tu fais quand une entreprise se tourne vers toi et qu'il n'y a rien qui est organisé? Parce que, je ne peux pas dire que tous nos clients sont comme ça, c'est pas vrai. Et puis, s'ils nous écoutent, voilà, mais on a quand même très souvent des prospects, des contacts qui nous sollicitent. Et quand on leur pose des questions sur la manière dont ils sont organisés pour qu'on voit aussi si on va arriver à travailler avec eux, mais en fait, il n'y a rien qui est calé. Donc, est-ce que toi, comment tu t'y prends? Est-ce que tu leur apportes quelque chose? Tu leur donnes des pistes? Tu leur demandes d'abord de s'organiser et de revenir te voir après ou... Non, en général, à ce moment-là, si y a pas forcément si je sens pas qu'il y a une grande organisation à ce niveau-là, je vais quand même proposer des choses on va quand même poser des points, poser quelques jalons d'organisation. Et puis souvent, en fait, on se laisse la porte ouverte, c'est-à-dire que, pareil, c'est posé, mais c'est posé, mais pas imposé, et c'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que on se revoit, on en rediscute. Est-ce que vous avez assez de visibilité? Est-ce que vous voulez qu'on change le rythme, le format, etc. C'est-à-dire que ça peut être, oui, avec du présentiel, si c'est des gens qui sont plus à l'aise avec du présentiel, pourquoi pas. Ça peut être avec du distanciel, ça peut être par mail. Certains sont plus adeptes de ça, certains sont plus adeptes de messageries diverses et variées, etc. Donc voilà. Après, moi, je fais des propositions aussi en fonction de leur agilité. Mais je dois avouer que le plus souvent, quand même, les structures avec lesquelles j'ai affaire ont quand même souvent leur petite organisation. Donc, j'ai souvent à mettre un petit peu dans ces principes-là. Mais sinon, voilà, on essaye quand même de cadrer un petit peu. Et puis souvent, on va davantage avoir des points et en tout cas échanger sur un début de collaboration. Et puis c'est vrai qu'après, quand ça fonctionne, c'est fluide, les échanges et le rythme de travail sont trouvés, peut-être qu'après, les échanges sont peut-être aussi moins réguliers parce qu'il y a la confiance qui s'est instaurée, il y a une routine, pas une routine, mais en tout cas une manière de travailler où on sait un petit peu les délais, qui est-ce qu'on doit activer, etc. On a aussi une meilleure culture de l'entreprise. Ça aussi, c'est important, on n'en a pas forcément parlé, mais ces réunions-là, elles sont aussi essentielles pour acquérir de la culture d'entreprise parce que là, pour revenir un peu sur les questions de base, sur le CM, sans culture, si on n'a pas une vraie culture de l'entreprise, ça ne sert à rien non plus. On devient quand même le porte-parole de l'entreprise. Tu vois, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je voyais des porte-paroles à la télé qui allaient porter la parole des boîtes parce qu'elles faisaient des relations presse. Les personnes, elles parlaient, on a l'impression que c'était facile, mais en fait, tout était quand même préparé parce que tu es là pour représenter le discours officiel. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas connaître les valeurs, la culture de l'entreprise, parce que derrière, c'est comme toi qui vas la représenter auprès des internautes. Non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, quand on travaille dans ce domaine-là, on est un caméléon, clairement. C'est-à-dire que voilà, on adopte les couleurs et en tout cas la morphologie du client pour qui on s'adresse. On a vraiment un truc de culture d'entreprise. Moi, je sais que j'ai tendance à dire, en gros, en ce qui me concerne, je suis expert en rien, mais curieux en tout. C'est un peu comme ça que je définis le truc, parce que voilà, il y a des domaines. Moi, je travaille par exemple pour des acteurs de l'énergie, de l'énergie renouvelable. Je ne connais rien en énergie renouvelable à l'origine, mais à force de lire, à force d'échanger avec les personnes, etc., je ne suis pas du tout devenu un expert de ces domaines-là, mais voilà, on apprend là-dessus. Moi, j'ai travaillé pour des acteurs de l'agroalimentaire aussi, etc., qui travaillent dans le bio. Voilà, j'ai une petite culture là-dedans, mais
on y va, on parle avec les personnes, on lit des docs, des plateformes de marque, on consulte tout ça pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis derrière, et ça permet d'avoir les discours, d'avoir aussi la tonalité, voir un petit peu comment est-ce qu'ils s'expriment. Et puis, moi, souvent, dans ces réunions-là, j'ai souvent tendance à faire des questions assez naïves. C'est-à-dire que je leur dis, moi, je vais vous poser des questions très naïves sur votre métier. Et là-dessus, donc, ça fait de la culture d'entreprise. Et souvent, ce qui est hyper intéressant quand on fait ça, c'est que souvent, en fait, ça fait émerger des idées. C'est-à-dire que quand on brainstorm sur des idées, moi, avec mes questions naïves, j'arrive vraiment avec des questions vraiment à la base. Et ben en fait, eux derrière, ils disent ah mais oui, ça fait penser à ça, à ça. Et en fait, ce qui se passe, et ça, c'est l'un des trucs que j'adore dans ce métier-là, c'est-à-dire que moi, en tant qu'extérieur, j'arrive avec toute ma naïveté et en gros ma fraîcheur, si je le dis comme ça. Et en fait, avec ces questions-là, je fais émerger des choses qui sont tellement ancrées dans leurs esprits parce qu'au quotidien, ils sont sur les mêmes thématiques, qui ressassent les mêmes sujets que pour eux, mais c'est devenu leur quotidien, donc ils se posent même plus la question. Et quand quelqu'un revient les questionner là-dessus, ils font ah mais oui, ça, et ça on pourrait en parler. Et en fait, quand on a ça on pourrait en parler, ça veut dire ça on pourrait le mettre sur les réseaux et ça pourrait plaire à notre communauté. Donc il y a vraiment cette espèce de partie d'interview avec un peu la base de la base, et souvent ça fait émerger des choses. Et après, donc, les thèmes émergent, et puis après, on se questionne ensemble sur le format, la manière de faire, etc. Mais voilà, ça, c'est une partie qui est hyper intéressante. Ok. Et chez tes clients, du coup, bon, ça va peut-être pas être la même réponse pour tous, mais tu es en contact avec qui ? Quel poste, hein, j'ai envie de dire ? Ouais, alors c'est souvent soit des responsables marketing, soit des responsables com en général. Mais c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent ton métier. Ouais, le plus souvent. Alors souvent, quand j'ai affaire à des gens qui connaissent pas mon métier, c'est souvent parce que c'est le grand patron ou la grande patronne qui veut se mettre dans la réunion, ce que je peux tout à fait entendre. Et des fois, c'est bien pour les valeurs de l'entreprise, parce que souvent, eux qui portent plutôt bien ces discours-là. Mais par contre, souvent, ils comprennent pas grand-chose à ce qu'on peut leur expliquer. Mais après, quand j'ai des chargés de marketing ou des chargés de communication, on arrive quand même plutôt à se faire entendre sur les grandes lignes. Après, c'est sûr que si on commence à descendre dans de l'opérationnel en disant tiens, on va monter un canal Instagram, un quoi ? On les perd un petit peu. Mais en tout cas, sur les grandes lignes, sur les grandes typologies de public par plateforme, etc., on arrive à se faire entendre. Après, il y a des sujets aussi, des fois, qu'il faut bien expliquer sur les rythmes de publication, pourquoi des vidéos, quoi une bonne vidéo, etc. Enfin, tous ces sujets que vous connaissez par cœur, vous le faites aussi, je n'en doute pas. Mais voilà, tous ces sujets-là. Mais en général, c'est ces deux typologies de personnes-là. Ok. Et du coup, comment tu t'organises avec eux pour collecter la matière sur le terrain, pardon ? Alors souvent, en fait, on a une première réunion où ils me présentent le projet, etc. Moi, je vais donner des grandes lignes. Et derrière, en fait, je leur demande, avant qu'on avance dans le projet, qu'ils m'envoient, eux, de la doc sur vraiment à la fois l'entreprise. Et puis aussi, moi, dans la première réunion, j'ai récolté leurs grands blocs, leurs grands objectifs. Et derrière, après, moi, je vais pouvoir aller là-dessus, c'est-à-dire par rapport à la typologie de public visé, par rapport à ce qu'ils ont en place, c'est-à-dire les plateformes, parce que l'idée, c'est pas forcément à chaque fois de leur faire ouvrir des nouvelles plateformes, parce qu'on sait que c'est chronophage, et puis ça paye pas souvent. Leurs moyens de production aussi, les équipes qui sont dédiées à ça. Donc voilà, souvent, première réunion, on présente le projet, on donne les grands objectifs. Derrière, j'accumule de l'info, et derrière, après, on va refaire un autre rendez-vous où là, je vais pouvoir être plus opérationnel et stratégique en leur disant voilà, mais moi j'ai vu que vous aviez ça, vous parlez de ça, vous communiquez là-dessus, vous définissez votre ADN, il est sur ça. Donc derrière, on peut envisager de partir là-dessus. Voilà. Souvent, c'est en 2 phases. Mais là, du coup, c'est pour la partie mise en place. Après, au quotidien, pour l'opérationnel, tu fais des points réguliers avec tes clients ou pas spécialement Ouais, alors souvent, on a une réunion pour les bilans. Parce que les bilans, il faut les présenter. Puis en fait, un bilan amène à un plan d'action derrière. En tout cas, des correctifs, si correctifs, ou voilà, des mises en action. Et pour les plannings, souvent, c'est des plannings qui sont remplis sur des outils. Et après, sur ces outils-là, on a des échanges par mail. J'ai rarement ça ici, des fois au début. On peut avoir un échange téléphonique sur le planning pour certaines choses, mais sinon après, c'est des ajustements dans des messageries, dans des choses comme ça. Alors du coup, j'ai une question qui me vient. Les clients que tu accompagnes, tu es plus sur de la mission ponctuelle ou tu as des clients que tu accompagnes tout au long de l'année ?
Alors, j'ai des clients que j'accompagne sur tout au long de l'année. Là, j'ai un client dans le domaine de l'énergie là, que j'accompagne depuis plusieurs années. Et après, ouais, j'ai des clients que j'accompagne quand même plutôt au long cours. J'ai rarement des missions vraiment... des fois, des choses, c'est pour démarrer. J'en fais quelques-unes, mais souvent, quand même, c'est des missions d'accompagnement qui sont sur le moyen, voire le long terme. J'ai eu des missions sur... là, j'ai des missions en cours sur plusieurs années. Et j'ai eu des missions pendant quand même plusieurs mois, un an facilement pour lancer des choses. Ok, ça marche. Est-ce que tu arrives à produire du contenu pour tous les réseaux sociaux ou est-ce que tu en as de prédilection ? Pour les réseaux sociaux de prédilection pour la production de contenu, je dirais Insta avec des Reels parce que j'en consomme quand même pas mal et je trouve que voilà, il y a une narration qui est en tout cas que j'arrive plus facilement à adopter. Sur du TikTok, je suis un peu dans l'expectative. Je regarde, je consomme, je regarde beaucoup, mais la construction ne m'est pas toujours très claire. Alors, c'est vrai que voilà, je profite de la lettre de West Digital. Je suis la trend, effectivement. Je suis abonné. Tu fais partie des abonnés, exactement, c'est vrai. Merci Julien d'ailleurs pour ta fidélité. Je n'ai pas de souci. Non, mais en tout cas, mais ça fait partie des outils qui sont inspirants. C'est-à-dire tout à l'heure, je parlais de veille. Effectivement, une lettre comme ça me permet notamment sur une plateforme où je suis pas à l'aise. Je la consomme, mais je suis pas à l'aise dans la création. Ça me permet aussi, d'acquérir des choses et donc de diffuser. Donc, effectivement, c'est des choses comme ça. Sur Twitter, parce que Twitter, c'est vrai que c'est un réseau que j'utilise depuis longtemps. Et puis bon, voilà, du Facebook parce que c'est à l'origine. Et après, de par mon historique, les plateformes de vidéo, voilà, c'est plutôt quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Voilà, créer du stream, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a un truc, on se jette un peu dans le vide et c'est hyper sympa. On se jette dans le vide dans le sens où on y va, c'est en direct, on a la communauté qui réagit à côté et ça c'est extrêmement enthousiasmant. Et sur du YouTube aussi, parce que YouTube c'est un super réseau. On peut vraiment s'éclater, on peut créer des très belles audiences et on a vraiment des bons formats. Les shorts, ce sont un format qui est hyper intéressant à travailler sur YouTube. YouTube, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un réseau qui est très tactique. On peut faire vraiment énormément de choses. Donc voilà, là j'ai plusieurs projets sur du YouTube, sur du Twitch. Voilà. Mais ce côté vidéo, l'écriture vidéo, la diffusion, c'est plutôt chouette. Ça se ressemble beaucoup autour de la vidéo. Et c'est très lié d'ailleurs avec tes expériences passées. Avec mon historique, effectivement. Exactement. Ça marque, hein. Ça marque. C'est ça. Tu as la même affinité avec la photo ? Moins. Moins ? Ouais, moins. Je vais plus être dans le, on va dire, apporter des idées sur des envies, sur des intentions. Après, je suis pas un grand photographe et j'ai pas forcément cette patte-là. Je réussis à faire 2-3 trucs exploitables, mais j'ai moins cette patte-là. J'apprécie, mais sans en être... en tout cas, j'en produis pas souvent de la photo. Ouais. Je vais plutôt conseiller à droite à gauche sur des inspirations, mais pas de la production. C'est amusant parce que quand on échange avec nos homologues, ça revient souvent, cette opposition. Enfin, c'est pas une opposition, mais celles et ceux qui sont à l'aise en photo sont moins à l'aise en vidéo, c'est ceux qui sont très à l'aise en vidéo sont moins à l'aise en photo. Enfin, il y a deux écoles. Hein. Ouais, je vois de plus en plus des gens qui me disent ah ouais non la photo moi pas trop, mais alors la vidéo oui et vice versa quoi. C'est marrant. Et puis c'est pas une photo c'est hyper compliqué à faire. Il y a produire une belle photo pour les réseaux, c'est loin d'être évident. Hein. Quand tu veux mettre de l'humain, mais en même temps montrer un petit peu ce qui se passe, etc. Avoir une photo qui te raconte quelque chose et qui n'est pas juste quelqu'un qui a les yeux dans les phares et puis qui est un petit peu éberlué comme ça à l'écran. Non, la photo c'est assez compliqué. Donc voilà, chacun son métier. Moi, je suis plus dans la vidéo, même si je ne tourne pas de vidéo, mais voilà, vraiment dans cette conception, dans cette écriture, etc. Ça, j'aime beaucoup. Ok. Et sur la partie validation des contenus, est-ce que tu fais valider tes contenus que tu produis pour tes clients à tes clients ? Ouais. Toujours ? Oui. Ça, pour le coup, je pense que c'est limite là-dessus... Non, pas forcément la partie où ils sont le plus vigilants, mais ils ont une grande vigilance par rapport à ça. Alors ça, je pense que c'est un truc dans le social media où ça commence quand même un petit peu à émerger. C'est-à-dire qu'ils commencent quand même à se rendre compte, alors il faut toujours les éduquer sur les vidéos, sur des principes de vidéo, mais par contre, ils sont quand même assez vigilants sur
qu'on y raconte, sur la qualité. Là-dessus, ils ont bien compris que c'était quand même leur image de marque. Donc, autant le texte qu'on y associe, il faut que ça raconte le bon discours, etc. Mais sur les contenus, moi, je les sens assez de plus en plus vigilants. Ouais. Parce que ça, c'est pareil, hein. Il y a un peu deux écoles quand même. Hein. Il y en a beaucoup en agence ou en indépendant qui font pas valider les contenus par leurs clients. Alors, je pense pas du tout que ce soit imposé. Hein. Je pense que vraiment le client est OK avec ça, mais nous, c'est quelque chose qui nous étonne quand on l'entend, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup apparemment. En tout cas, non, moi, vraiment, majoritairement, moi, pour ainsi dire, j'ai pas de client où j'ai pas de validation du contenu. Non, le contenu, ils sont assez vigilants là-dessus, et d'ailleurs, c'est toujours un problème. Non, c'est pas forcément toujours un problème, mais en tout cas, ça doit être cadré parce que, vous le savez, faire du contenu, c'est un temps, c'est un coût. Le refaire, ou en tout cas le modifier, c'est un temps, c'est un coût. Donc ça aussi, ça doit être cadré aussi dans les prestations qu'on fait, parce que et je trouve que d'ailleurs, c'est de plus en plus cadré dans ce domaine-là, parce qu'on ne facture pas qu'un contenu, on facture souvent un contenu et un aller-retour, voire deux. Et en tout cas, ça se facture les allers-retours, parce qu'ils sont souvent pointilleux sur un truc. La couleur, c'est pas tout à fait la bonne. Le logo, enfin, on les connaît tous aussi. Mais tout ça, après, il faut reprendre les contenus, il faut les régénérer, donc maintenant, au contraire, moi, je trouve qu'ils sont vigilants là-dessus. En tout cas, moi, j'ai une validation totale, validation continuelle des visuels utilisés. Moi, je trouve ça rassurant quand même que les clients, même si on est chez l'annonceur, que notre manager valide les contenus, parce qu'il y a quand même une notion de responsabilité. À un moment donné, toi, tu es là pour produire le contenu, mais il y a quand même un ou une directrice de publication, donc quelqu'un qui est responsable de ce qui sort. Donc, à un moment donné, moi, ça me semblerait difficile de sortir des contenus sans qu'un client valide. Ou alors, dans ce cas-là, s'il y a un problème, il assume, mais c'est pas notre responsabilité. C'est quand même, je pense, un point qui est déterminant dans ce métier. Et puis je pense, et de toute façon, on voit bien sur les réseaux, on travaille du texte, donc on en a parlé tout à l'heure, on rédige, mais on sait très bien que c'est pas le texte qui va être majoritairement consommé. De toute façon, les réseaux sociaux, c'est du picture marketing. Donc de toute manière, c'est le contenu qui va primer. On le voit tous, quand on scrolle sur nos téléphones, on est en train de regarder le début de la vidéo, on n'est pas forcément en train de lire à la lettre le texte. Donc de toute manière, le premier canal, la première diffusion de la marque, c'est le contenu. Donc si le contenu il n'est pas validé, s'il ne correspond pas aux attentes et qu'il n'a pas un soin particulier, c'est un vrai danger. C'est un parti pris qui me paraît risqué pour un certain nombre d'acteurs qui se prêtent à ça. C'est pas tant le texte c'est important, mais c'est pas primordial, c'est pas le premier truc qu'on va voir, c'est le contenu. Si le contenu il renvoie pas les bonnes ondes, ça marche pas, quoi. Et tu t'organises comment pour optimiser la partie validation ? Alors l'optimiser, j'ai pas forcément un truc d'optimisation. En tout cas, j'essaye de le faire souvent en avance. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au planning, quand même, d'essayer d'anticiper un maximum là-dessus. Des fois, ce qui peut se passer avec certains clients, c'est que moi, je vais faire des recommandations iconographiques sur vraiment la base. Et après, derrière, ça va être repris par un graphiste qui va pouvoir apporter une patte, une surcouche sur l'identité de marque, sur peut-être de la colorimétrie, sur du recadrage, etc. Donc, souvent, ça peut se faire aussi en deux temps. Donc, c'est pour ça que la planification est importante, parce qu'on va planifier pour le texte, le corps de texte, la proposition iconographique. Et derrière, une fois que ça, c'est validé, derrière, on part en créa, et après, on fait valider la créa. Donc c'est vrai qu'en termes de planification, il vaut mieux le faire un peu en avance, histoire de pas faire du last minute où on y arrive, mais bon, c'est contraignant pour tout le monde, on le sait, c'est fatigant. Ça marche. Et alors du coup, parmi toutes ces missions que tu peux faire, parmi toutes tes différentes casquettes, qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ton métier ? Qu'est-ce qui me prend le plus de temps ? Alors, au tout début, j'aurais dit les cours, mais cette chance que j'ai dans les cours, c'est quand on les donne depuis plusieurs années, sans refaire les mêmes cours, on a une base, donc qui est exploitable, qui est adaptable, donc on gagne beaucoup de temps là-dessus, même si après, il y a toutes les corrections, et ça, c'est pas négligeable. Après, je pense que effectivement, le CM opérationnel, ça prend du temps, parce que malgré tout, c'est un travail en fait que chaque mois, tu remets un peu l'ouvrage en place, donc il faut réécrire, faut retravailler là-dessus. Et je pense que le volet d'accompagnement de consultant, en fait, prend beaucoup de temps parce qu'il est extrêmement en lien avec l'air du temps. Donc je pense que le truc de consultant, pour le coup, n'est pas quelque chose qu'on peut facilement dupliquer.
Je pense qu'il doit vraiment s'adapter. Quand quand je fais des missions de consulting, quand je suis consultant pour des entreprises, il y a quand même une vraie partie d'immersion. Et ça prend quand même beaucoup de temps pour avoir quelque chose de qualité. Je considère que consultant, on n'arrive pas avec ses slides et en donnant des grands trucs. Moi, je sais que là où j'ai des meilleurs résultats, ou en tout cas où j'ai des retours qui sont vraiment les plus intéressants, c'est quand on me dit wow, là, tu as fait une intervention, on a vu que tu t'es creusé et tu as été approfondi le sujet. Là, pas plus tard que l'autre jour, j'ai fait un truc, donc encore pour France Télé, mais cette fois-ci pour tous les Outre-mer. Donc il y a quand même 9 stations territoriales à travers le monde. J'ai fait un truc où je me suis mais alors vraiment au plouf, plongée concrète dans tous les univers de chaque truc. Donc là, c'était vraiment une mission de consulting. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais derrière, le retour que j'ai eu, il était génial, quoi. Parce qu'ils m'ont dit, là, t'as été au fond du truc. Donc, pour moi, c'est vraiment le consulting, je trouve, parce qu'à la fois, il y a une partie strat, mais il y a vraiment une partie immersion. Je pense que le consulting sans une immersion vraiment, mais totale dans le truc, ça me paraît plus léger. Donc, je pense que c'est ça qui me prend le plus de temps. Ouais. Bon, ça paraît logique, du coup, puisque c'est une mission que tu fais qu'une fois. C'est ça, oui, en plus. Ouais. Et puis, on ressort pas les mêmes briques. Parce que souvent, en plus, les demandes sur le consulting sont différentes. Et voilà, il y a des trucs stratégiques. Je pense que c'est... Mais par contre, c'est passionnant. C'est vrai, quand on se plonge vraiment dans un sujet comme ça, on en a une connaissance, pas précise, mais en tout cas assez profonde quand même. Et bon, quand on t'écoute, on a l'impression que c'est facile, mais c'est quoi ta plus grande difficulté au quotidien ? Ma plus grande difficulté, c'est de rester disponible, malgré tout. Parce que, en fait, les clients, ils ont quand même besoin d'échanger de temps en temps. Tout n'est pas cadré, c'est-à-dire que des fois, ils ont besoin aussi d'échanger de manière un peu plus impromptue. Il faut quand même savoir se rendre disponible. On parlait tout à l'heure des urgences de dernière minute et tout. Il faut quand même pouvoir y répondre. Donc, je pense qu'il y a être disponible. Et puis aussi, tout simplement, s'assurer que les choses soient délivrées en temps et en heure et en qualité. C'est-à-dire qu'après, toute la partie organisation, toute la cuisine interne, c'est ma cuisine, c'est moi qui m'en occupe. Si j'éprouve des difficultés, etc., c'est à moi de m'arranger avec moi-même et avec mes proches. Mais voilà, ce qui m'importe, moi, c'est délivrer en temps et en heure les choses et rester disponible pour mes clients, parce que je considère aussi que les clients avec qui je suis engagé, si en gros quand ils m'appellent ça sonne toujours occupé, ou par exemple qu'ils m'envoient un mail et que le mail je mets 3 plombes à répondre, pour moi je détériore le service. Donc il y a quand même une notion de disponibilité. Je ne suis pas une hotline H24, mais je sais que la gestion des mails, pour moi, c'est un temps non négligeable. Au-delà de l'administratif qui reste un passe-temps. Non, je rigole. C'est pas du tout un passe-temps. mais au-delà de ça, la disponibilité pour les clients, je considère que c'est pas quelque chose qu'on facture, c'est quelque chose qu'on doit aux clients. Ouais. Et tu arrives à couper ? Vie pro, vie perso ? Quand j'ai plus de batterie. Non. Oui, en fait, pourquoi est-ce que je me suis aussi mis indépendant ? C'est parce que j'avais aussi une volonté de profiter de mes enfants en bas âge. Et c'est vrai que quand je travaillais dans des structures, le soir, je rentrais tard. Le matin, on part assez tôt. Donc, le soir, limite, ils pouvaient dormir. Et le matin, ils étaient à peine réveillés. Et je voulais pas qu'un jour, à 15 ans, je me dise « Ouais, j'ai du temps pour eux ». Puis à 15 ans, on peut rien à cirer. Donc, je me suis aussi mis indépendant pour ça. Donc, ça me permet de me dégager du temps pour mes enfants le matin et le soir. C'est-à-dire que mes journées, j'ai tendance à les finir relativement tôt, parce que je vais le plus souvent les chercher à l'école pour passer du temps avec eux. Donc, c'est vrai qu'après, je travaille régulièrement le soir. C'est vrai que je complète souvent en soirée avec des choses, etc. Et sur les week-ends, là, j'ai changé un petit peu la mire il y a un peu plus d'1 an et demi, parce que c'est vrai que j'avais tendance à travailler beaucoup, même le week-end. Et donc là, maintenant, j'arrête de travailler le week-end, je me prends juste un temps en général. C'est le dimanche soir, parce que j'aime bien juste que mon lundi matin ne soit pas trop non plus hyper chargé. Donc souvent, le dimanche soir, j'essaye de dégonfler un peu le ballon. C'est-à-dire que les mails reçus, en fait...
je déblaye déjà un peu de mail, etc. pour que juste, en fait, le lundi matin, je puisse être dans l'opérationnel et dans des missions et pas juste dans la gestion de la fameuse boîte mail du lundi matin où c'est un peu galère. Donc, j'ai juste le dimanche soir où je me prends ce petit truc. Mais voilà. Donc, j'essaye quand même de couper et ouais, notamment le rôle d'indépendant, je l'ai pris aussi pour me libérer du temps pour ma vie perso. Ok. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, t'y as fait allusion, mais on n'est pas trop rentré dans le sujet. Qu'est-ce que tu fais pour voir si ce que tu mets en place pour tes clients fonctionne ou ne fonctionne pas ? La partie analytics, donc. Voilà. Par exemple. C'est ça, allons-y. Par exemple. Eh ben oui, on sort du dashboard, on sort du bilan. Bah oui, donc, alors, sur les analytics, là, c'est comme les outils tout à l'heure, effectivement, avec 50 clients, j'ai pas 50 clients, mais avec plein de clients, tout le monde a son petit outil analytics. Donc voilà, certains n'en ont pas, donc on va aller chercher en organique sur les plateformes. Je peux travailler avec de l'Agora Pulse, je peux travailler avec... là, je travaille pas mal avec Amplify, voilà, avec plein d'outils comme ça. Et sur ça, alors c'est assez compliqué parce que par exemple, tout dépend en fait le niveau de culture social media qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que voilà, de la portée, de l'impression, bien leur expliquer ce que c'est, à quoi ça correspond. Le taux d'engagement, très honnêtement, je ne m'y risque même plus. Des fois, certains me le demandent, je le donne. Mais je l'explique et en minimisant clairement son importance parce que très honnêtement, j'y crois plus trop au taux d'engagement. Et donc après, voilà, on fait les bilans. Donc sur les bilans, effectivement, les grandes tendances. Alors ils aiment bien souvent avoir la progression de leur nombre d'abonnés. Ça, c'est quelque chose d'assez tangible pour eux. Ils aiment bien. Le nombre de personnes touchées. À mon sens, si je dois faire un choix entre le taux d'engagement et le nombre de personnes touchées, je vais clairement aller sur le nombre de personnes touchées. Pour moi, c'est ce qui est essentiel. Je considère qu'un taux d'engagement, c'est bien pour se gargariser vis-à-vis du petit camarade. Mais le nombre de personnes touchées, c'est essentiel. On fait ça pour se dire, tiens, j'ai touché tant de personnes. Et en plus, on est sur les réseaux, donc on arrive même à savoir d'où ils viennent. Extraordinaire. Il y a ça. Et après, c'est sur les publications qui ont le mieux fonctionné. C'est-à-dire, est-ce que ces vidéos-là, elles ont bien fonctionné ? Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? Comment est-ce qu'on aurait pu les faire autrement ? Et c'est vraiment cette partie-là qui me paraît la plus intéressante, donc c'est-à-dire ce fameux top flop post si on le caricature un petit peu. Mais en tout cas, ça permet de s'interroger sur les comportements de la communauté. Qu'est-ce qu'ils consomment ? Et surtout, en fait, moi, je prends soin, quand il y a quelque chose qui marche, effectivement, de l'expliquer, mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas, de pas juste prendre l'idée et de se dire, tiens, cette idée-là, hop, on la jette à la poubelle. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je veux bien leur faire comprendre, c'est qu'on a parlé de ce sujet, ça n'a pas fonctionné à cet instant-là, dans ce format-là, de cette manière-là. Mais par contre, le sujet en tant que tel, il est précieux. Je sais pas, si on parle des valeurs d'une entreprise, on peut se dire « Ah, le post sur les valeurs de l'entreprise, il n'a pas fonctionné. » Et pour autant, il ne faut plus jamais parler des valeurs de l'entreprise. Bien évidemment que non. Mais par contre, on va aller s'emparer d'un autre sujet. Peut-être qu'on va en faire un audiogramme, on va faire parler le DG qui va nous expliquer le truc. Peut-être qu'on va en faire autre chose. On a fait un carousel, ça ne peut pas trop fonctionner. Peut-être qu'il faut qu'on le réinterprète autrement. Donc c'est ça, en fait. Pour moi, c'est la partie essentielle du bilan et je pense que c'est ce qui est le plus tangible pour eux aussi. Tous les chiffres un peu, il y a plein de chiffres qui leur passent clairement au-dessus de la tête, mais en tout cas ce côté-là c'est assez intéressant. Et puis quand on a un volet ads, là on est obligé de s'y mettre un peu plus parce que les ads c'est eux qui ont mis de la monnaie sur la plateforme, donc ils ont envie de savoir. Donc là on y va aussi sur du CPC, sur du CPM, etc., sur de la conversion. Donc voilà, on essaye d'aller là-dessus. Mais c'est vrai que j'essaye d'avoir un côté très concret et ça rejoint un peu le côté histoire. C'est-à-dire que moi, j'aime leur faire raconter des histoires. J'aime faire en sorte que quand on a des sujets qui marchent moins, pourquoi est-ce que cette histoire-là n'a pas fonctionné ? Voilà. Parfois, c'est juste l'emballage qui mais pose oui. problème. C'est comme dans la grande distribution. Tu peux avoir un super produit, juste l'emballage ne convient pas, donc il n'est pas l'accroche n'était pas la bonne, il y a un truc peut-être trop institutionnel, ça manque de visage. Enfin, des fois, ça peut être sur tout un tas de trucs. Mais le fond du sujet est hyper intéressant. Donc, et voilà, moi, je prends soin d'avoir ça parce que sinon, je pressens trop le truc de se dire ce sujet n'a pas marché, c'est bon, celui-ci, on le met de côté, on ne traitera plus jamais. Non. De toute façon, vous n'avez pas non plus 12 000 sujets, quoi. Donc voilà, storytelling a parfois ses limites. Alors, tu disais tout à l'heure que tu ne crois pas au taux d'engagement, mais alors dans ce contexte, comment tu fais pour mesurer la pertinence des contenus ? Pour moi, alors à la fois, ça peut être du quantitatif, c'est-à-dire sur un nombre d'interactions, par exemple, sur des publications. Donc là, on va se comparer, mais
entre nous, c'est-à-dire se dire, bah voilà, en nombre d'interactions, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné. Et pour moi, c'est vraiment le nombre de personnes touchées. Moi, je considère que voilà, on peut établir des seuils, se dire, tiens, à partir de tel seuil, on considère que ça a vraiment bien fonctionné. Mais le taux d'engagement, j'y crois pas trop parce que en fait, avec les changements algorithmiques, c'est assez compliqué d'arriver à maintenir quelque chose. Et puis, ouais, je sais pas, ce taux d'engagement, en fait, des fois, on voit des papiers qui sortent, taux d'engagement moyen dans le domaine de l'industrie, de l'agroalimentaire, sur telle plateforme, c'est ça. Oui, mais c'est compliqué. On sait très bien qu'un taux d'engagement est lié à la taille de sa communauté. On sait très bien que si on a 10 personnes sur une page Facebook, on va faire un taux d'engagement de dingue. Puis si on en a 100 000, bah, mécaniquement, ça sera plus élevé. Alors que la publication peut être sans doute beaucoup plus intéressante ou avoir touché beaucoup plus de personnes. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ce taux d'engagement. Et plus les mois passent, plus les années passent, moins j'y crois. Franchement, oui, on peut faire ça pour faire un joli graphe. Mais je trouve que voilà, ce qu'on veut, c'est s'adresser à des personnes. Ce qui compte, c'est combien de personnes on a touché. Si on voit que par contre la courbe elle descend de mois en mois, là on va se poser des questions. Un taux d'engagement il peut très bien fluctuer, mais pour autant est-ce que ça veut dire qu'on s'est nécessairement adressé à plus de personnes ? C'est pas aussi limpide que ça. Je trouve que le nombre de personnes touchées, c'est limpide, on sait ce qu'il en est, quoi. Le reach, c'est hyper important. Et voilà, et on voit bien que des fois, le reach sur certaines plateformes, on peut avoir des communautés qui sont extrêmement importantes et avoir un reach qui correspond peut-être seulement à 10% de sa communauté. Et ça, c'est assez frustrant. Et je trouve que ça, c'est un beau challenge aussi. Souvent, moi, je le fais émerger aussi auprès de clients quand on fait des bilans. C'est se dire, tiens, vous avez une communauté, j'en sais rien, 200 000 personnes, et puis on voit que votre reach maximal, ça peut être 20 000. On se pose des questions quand même. Comment est-ce qu'on la réalimente, cette communauté dormante ? C'est pas possible d'avoir 180 000 personnes qui dorment sur une page Facebook, par exemple. Ouais, non, mais c'est clair. Ça, on l'observe très très souvent d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs le nombre d'abonnés, pour le coup, nous, il y a bien une métrique auquel on ne croit pas du tout, c'est le nombre d'abonnés, mais bon, après tout le monde le demande. Donc, c'est ça, c'est que tout le monde le demande, mais effectivement, parce qu'il y a plein faudrait avoir un pourcentage des dormants, en fait. Faudrait faire un ratio avec les dormants et puis les actifs. Ah, tu me donnes une idée, tiens. Oui, ça va faire un nouvel indicateur. Pourcentage de dormants. Ouais, je vais faire ça. C'est pas mal. Tu vois, ça... En plus, c'est assez impactant quand tu le présentes comme ça, pourcentage de dormants. Carrément. Et alors, tout au long de notre discussion, tu as pas mal parlé d'outils que tu aimais bien, mais tu n'en as pas trop cité. Du coup, moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton top 3 ou 4, hein, ne te bride pas si besoin, mais d'outils préférés. Ouais, alors outils préférés, j'avoue pour la planification, je trouve Planable pas mal. Okay. J'aime bien Planable parce que Planable en fait a un gros avantage. Après, j'utilise pas tous les outils de la Terre, mais je trouve que Planable est assez intéressant parce que on peut vraiment créer 100% de la publication. Et après, à la faire, il y a un système de validation par le client, il y a un système de programmation tout inclus. Donc, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'utilise en ce moment, je le trouve plutôt efficace. Il y a un autre outil aussi que j'utilise, pas forcément de manière opérationnelle, mais que j'ai tendance à utiliser, c'est Nonly. Je ne sais pas si vous le connaissez, outil de programmation et surtout en fait outil aussi de veille, et ça permet en fait de voir les sujets vraiment en fait de voir le cycle de vie un peu d'une publication et de voir dans le temps en fait comment ça oscille, donc c'est assez intéressant. Ça permet aussi de programmer assez facilement. Après, voilà, j'ai utilisé du Hootsuite, forcément. Vu que je ne suis pas un grand graphiste de base, et loin s'en faut, bien évidemment, le Canva, indispensable. Qui n'utilise pas Canva avec un petit compte payant pour profiter de tout, mais faut quand même reconnaître que Canva, quand même, ouais. C'est une révolution. Pour ce qu'on fait, ça change tout. C'est une révolution, donc c'est plutôt intéressant. Et puis, de plus en plus, alors là, ça fait partie de la veille, aussi, moi, je veille de plus en plus sur les petits outils d'intelligence artificielle, puisque ça arrive et ça va devenir extrêmement intéressant. Ça va sans doute challenger pas mal nos métiers, mais je pense qu'il y a des opportunités, malgré tout, avec de la synthèse vocale notamment. Moi, je suis un grand adepte du son. Je trouve que le son est pas assez utilisé sur les réseaux. Donc, voilà, j'ai plus forcément l'outil. J'avais un outil en tête sur de la synthèse vocale.
Bon, bref, il y en a un certain nombre qui existent. Donc voilà, sur ces outils-là. Et après, voilà, du Agora Pulse aussi, j'en parlais brièvement tout à l'heure, sur d'autres outils. Et après, les outils natifs, la Business Suite, quand elle veut bien fonctionner, parce que c'est assez capricieux comme outil. Et puis voilà, déjà, ça fait quelques outils. Mais après, et puis après, des outils de communication, ce que je disais tout à l'heure, des Slack, des Teams, des Zoom, il y en a de partout, quoi. Ça marche. Tu parles beaucoup de veille dans ton métier. Bon, voilà, ceux qui me connaissent savent que ça me plaît d'entendre ça. Et du coup, je voudrais te poser une question en lien avec ça. Comment tu te tiens à jour de toutes les évolutions? Est-ce que tu as un process, des outils, une méthodologie? Enfin, voilà, comment tu t'organises sur la partie veille? Twitter est un bon allié. X est un bon allié pour ça. On y voit beaucoup de veille. C'est vrai que je suis inscrit à un certain nombre de hashtags qui me permettent d'avoir de la remontée de sources. Et puis après, on a tous, c'est un peu comme les coins champignons, on a tous les bons coins, les bonnes personnes aussi qui diffusent de l'info. Après, voilà, on en a aussi des grands patrons qui ne sont pas avares d'infos. Tout à l'heure, on parlait des canaux Instagram. On a Zuckerberg qui en a ouvert un, qui balance régulièrement ses nouveautés. On a Adam Mosseri qui est adepte de ça. Donc voilà, j'ai plusieurs références là-dessus. J'essaie quand même aussi de lire des trucs en anglais, parce que mine de rien, ça sort quand même souvent en anglais avant de sortir en français. Et puis après, il faut faire aussi le distinguo. Moi, je sais que dans la veille que je produis là, chaque semaine, maintenant, j'essaye vraiment de mettre un distinguo entre les fonctionnalités déployées et les tests. Parce que souvent, dans ce truc de veille, au départ, j'avais tendance à lister un petit peu des trucs, à présenter des trucs, mais sans spécifier ça. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que des fois, on annonce des trucs, on parle de sujets, mais en fait, c'est des tests et qui aboutiront jamais. Donc, c'est vrai que je fais vraiment le distinguo entre ça, parce que si on fait pas ce distinguo, en fait, on a l'impression que chaque semaine, les plateformes, elles sont révolutionnées, alors que des fonctionnalités déployées de manière opérationnelle, il n'y en a pas tant que ça au quotidien. Par contre, des tests, il y en a énormément sur tout un tas de trucs, quoi. Ils testent en permanence et franchement, les ingénieurs qui vont gratter dans le code sont une source assez intéressante. Ça marche. Tu as d'autres questions, Monsieur Veille? Ah non, mais c'est hyper intéressant. En plus, c'est marrant ce que tu dis sur fonctionnalité déployée ou test, parce qu'on a eu un sujet en interne là-dessus. Où effectivement il faut davantage faire ressortir ce qui est de l'ordre de la R&D et ce qui est de l'ordre du changement d'utilisation pour nous. Ouais, clairement. Donc, c'est intéressant. Non, c'est ça, parce que des fois tu as des choses qui sont seulement déployées dans certains pays. Mais ça, faut bien en avoir conscience, parce que des fois tu peux annoncer des choses, mais tu dis mais en France je l'ai pas. Ah non, c'est déployé, c'est testé en Inde et au Brésil. Après, les tests, c'est quand même intéressant parce que ça t'envoie des signaux faibles. Oui. Sur la logique dans laquelle la plateforme elle souhaite se développer, elle veut évoluer, dans la concurrence que les plateformes se font aussi entre elles. Et du coup, je trouve que les tests, c'est quand même des excellents signaux. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu entends que TikTok aujourd'hui fait des tests pour à la fois développer une messagerie privée et à la fois faire du contenu hors vidéo, texte. Oui. Alors, ouais, c'est des tests. Mais alors, par contre, ça en dit quand même beaucoup sur la guerre qui va arriver, très frontale, beaucoup plus frontale, avec Instagram et avec des plateformes comme Twitter ou LinkedIn. Ouais, c'est ça, sur le microblogging, etc. Ouais. Clairement. Et puis c'est ça aussi, moi je trouve que quand on fait de la veille, quand on voit les fonctionnalités déployées, moi j'ai souvent tendance, quand j'ai mes étudiants, on en parlait tout à l'heure, le vieillissement progressif des plateformes, c'est-à-dire que si en fonction des fonctionnalités, drôle de phrase, mais on voit un petit peu le vieillissement de ces plateformes-là. On voit comment est-ce que ça évolue, comment est-ce qu'un nouveau public peut s'emparer de ça, etc. Je trouve que ça joue beaucoup. Et on voit, TikTok n'est plus la plateforme pour les ultra jeunes, parce que les choses soient dites, c'est vrai. C'est pas pour les anciens, mais c'est pour un public qui est un petit peu plus mature. Et je sais plus, j'avais vu il y a pas longtemps sur Snapchat, donc qui est toujours puissant en France, bizarrement, l'âge moyen de l'utilisateur en France, si je ne me trompe pas, vous me direz dans les commentaires si ma source est fausse, je crois qu'en France c'est 29 ans, l'âge moyen de l'utilisateur moyen. Ça m'étonne pas. Ce qui n'est pas... 29 ans, voilà, sur Snapchat, on s'attend quand même à un public beaucoup plus jeune. Et non, l'âge moyen, donc c'est-à-dire qu'on a largement au-dessus, on a bien évidemment en dessous, mais 29 ans, c'est pas... Voilà. Mais ça m'étonne pas, parce que, en fait, je sais pas exactement quand est-ce que ça a été lancé, Snapchat, en quelle année, mais
Moi, je crois que... Ça fait une dizaine d'années. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, je crois que j'avais une vingtaine d'années, moi. La première campagne, si je m'en souviens, dans le métro, on voyait juste le fantôme sur un fond jaune. C'était 2014, c'était dans le métro parisien. Et ils mettaient même pas le nom de Snapchat. Et du coup, moi, ma génération, on a commencé à l'utiliser tout de suite. Et en fait, on continue. On l'utilise plus de la même façon qu'au début, mais on continue à s'en servir, quoi. Ah, t'envoies des snaps. Je découvre quelque chose chez toi. Ouais, ou même... moi, j'ai des... messagerie. Ouais, non, mais la messagerie. Voilà. J'ai des personnes dans mon entourage avec qui je ne communique que via Snapchat. Alors... Il n'y a aucune raison, c'est juste une habitude. Hein. Mais c'est marrant. C'est l'habitude. Moi, c'est un comportement que je vois énormément. Quand je parle de Snapchat, les gens ne me disent jamais qu'ils envoient des snaps. Par contre, ils me disent qu'ils sont à fond dans la messagerie. Mais... En France, il y a un usage de la messagerie Snapchat, c'est un truc de dingue. Mais ça, j'ai déjà eu de multiples manières différentes. J'ai plein de personnes qui me parlent de ça. Mais on a tous des personnes dans notre entourage avec qui on va discuter sur une plateforme plutôt qu'une autre. Il y a des personnes avec qui on va envoyer des textos. Il y a des gens qui font encore ça, je vous assure. Il y a des gens avec qui on va échanger sur WhatsApp, Signal, etc. C'est sur Snapchat. Attendez qu'il y ait la messagerie privée sur TikTok, vous allez voir que ça change aussi beaucoup de choses. Je pense, ouais, clairement. WhatsApp va prendre un petit coup, je pense. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des social ads avant de conclure? Du coup, je pense connaître la réponse à la première question, mais est-ce que tu fais des social ads? Oui. T'as remarqué que c'est ma réponse la plus courte du podcast. Hein. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, sur quelle plateforme? Est-ce que tu as des plateformes de prédilection aussi pour ça? Ouais. Alors, sur les plateformes de prédilection, de manière générale, Meta. Parce que, faut quand même pas se leurrer. C'est quand même eux qui ont les données publicitaires les plus puissantes. Je pense qu'ils se challenge avec Google en termes de données perso de ciblage. Donc effectivement, alors après il y a les deux strates. Hein. Il y a soit la sponsor de post, donc des posts organiques auxquels on donne un boost. On n'utilise pas la fonction boost, mais en tout cas on donne une audience supplémentaire. Non, on n'utilise pas le boost. On paramètre. Ne faites pas ça. C'est un warning. Et l'autre, c'est les dark posts, effectivement, des posts de campagne envoyés directement auprès du ciblage. Donc essentiellement sur les outils méta, donc Facebook, Insta, un peu sur Twitter. Et par contre, je dois bien avouer, j'ai une lacune, c'est sur les ads sur TikTok. Je n'en ai jamais fait. Ah oui, là je sais que je sais que Brian... Tu passes à côté d'un truc... Mais je sais bien qu'en disant ça, j'allais provoquer ça chez toi. Je m'en doutais bien. Mais voilà, c'est une plateforme. J'ai jamais fait de ads sur TikTok. Là, c'est un champ de découverte dont je dois m'emparer. Et après, sur des campagnes, donc ça peut être du campagne de recrutement sur du Facebook, notamment pour lancer une page Facebook, une campagne de recrutement avec un peu de noto, c'est toujours bien. Et après, sur de l'Insta, ça peut être aussi avec de la conversion, donc avec des boutons pour envoyer vers des sites, des formulaires, etc. Et puis avec des campagnes de story, c'est plutôt intéressant. Et puis des reels aussi, vraiment. Alors, des fois, tout à l'heure, on parlait de contenus auxquels on croit beaucoup et qui ne performent pas des masses. C'est vrai que des fois, avoir ce complément... avec de l'ads bien ciblé, avec les bons personas qu'on rentre dedans, ça peut être assez intéressant. Donc voilà en général où je fais de la pub principalement. Un petit peu sur Twitter, mais bon, Twitter devenant un peu instable, c'est un peu compliqué, mais des fois ça pouvait être utile sur certains éléments. Et du coup, tu parlais de... Excuse-moi, tu parlais de TikTok Ads où tu aimerais bien... aller dessus. Est-ce que tu as d'autres difficultés en dehors de celle-ci ou sur des plateformes, alors après, en fait, les difficultés, c'est des plateformes que je consomme moins naturellement. C'est-à-dire qu'effectivement, tout à l'heure, j'avais dit, TikTok, je suis pas naturellement un consommateur. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément cette culture-là. Donc, quand je travaille sur TikTok, j'ai besoin davantage... aller dessus pour acquérir les codes et en tout cas en voir les éléments à mettre en avant. Sur Snapchat, je dirais la même chose parce que je suis pas non plus un utilisateur. Je peux travailler sur des projets qui sont liés à Snapchat. Je le fais d'ailleurs, j'ai pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que c'est plus culturellement où je vais moi aller là-dessus. C'est vrai que si on est à fond sur toutes les plateformes, ça devient compliqué. Donc c'est plus par rapport à cette culture-là. Après, d'autres difficultés... Au niveau des ads, je voulais dire, pardon, excuse-moi, j'ai mal posé ma question. D'accord. Au niveau des ads, oui, alors des fois, ça peut être un petit peu sur du paramétrage de campagne, c'est-à-dire que moi, on sait que les options, elles évoluent aussi assez régulièrement sur
ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, la profondeur des paramétrages. Donc des fois, je pense que j'aurais nécessité de me remettre un peu à jour sur sans doute ces paramétrages-là. On parle de veille c'est de la formation, hein, c'est un peu le même esprit. Je pense que là-dessus, effectivement, j'ai une culture, je sais en mettre en place, j'ai quand même un niveau d'approfondissement qui est, je pense, correct, mais j'aurais besoin, effectivement, de mise à jour sur les derniers éléments tactiques, parce qu'on sait que ça progresse énormément, et voilà, des fois, il y a des choses qui permettent aussi de gagner en performance. Oui, je n'ai pas dit, aussi du LinkedIn Ads. Je fais aussi de la pub sur LinkedIn. Je n'avais pas précisé. Si tu fais de la pub sur LinkedIn, tu n'auras pas de problème sur TikTok. Ah non, mais alors oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, c'est que j'ai jamais eu de clients qui m'ont demandé de la pub sur TikTok. Si tu es à l'aise sur le BM Meta, typiquement, tu seras plutôt à l'aise sur le BM TikTok parce qu'il est construit à peu près de la même manière. Et alors, je suis pas sûr de l'info, mais a priori, les ingénieurs qui ont développé le BM TikTok, c'est ceux qui ont, à l'époque, développé le BM Facebook, ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de similitudes. Alors, pas en termes d'ergonomie, mais on va retrouver les 3 niveaux, et puis ce que tu fais au premier niveau, sur la configuration de la campagne et de l'audience, c'est ce que tu fais aussi sur Facebook. Donc, ils ont tous leur même principe, campagne, ensemble pub et puis pub. Carrément. Donc, tu ne seras pas trop perdu, je pense, sur TikTok. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on s'est vite fait. Hein. Franchement, on n'a pas. Non, mais c'est vraiment en fait l'opportunité qui a fait que je suis jamais rentré dedans. Mais à l'occasion, je pense que j'en ferai, je testerai. Et puis, et tu vois, je pense que c'est plus difficile de passer de Meta à LinkedIn que de passer de Meta à Facebook, à TikTok. Clairement, parce que LinkedIn, là, on est vraiment dans un. Ça évolue, mais on a des logiques de campagne qui sont un peu différentes. Bon, on peut rajouter une ligne sur le CV. C'est ça. On est tranquille. C'est ce qu'on dit. On dit qu'on sait faire et puis après on s'arrange pour apprendre. C'est ça. Le syndrome de l'imposteur. On n'en a pas parlé et pourtant il existe. Ça marche. Bon je pense qu'on a fait un bon tour. C'est top. Du coup, pour finir, moi j'ai une question que j'aime bien poser à chaque fois. C'est est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui t'est arrivée récemment ou pas, mais dans ton métier, dans ton quotidien pro, que tu aimerais partager avec d'autres social media managers? Alors une anecdote, c'est un peu le charme et la magie de ce métier-là. Des fois, c'est les reprises un peu extravagantes qui peuvent être faites de ce qu'on produit. J'ai souvenir, j'avais réalisé un tweet, c'était donc pour un acteur de l'énergie renouvelable, où on s'était amusé, c'est pour de l'éolien en mer, et donc il y a toujours ce sujet par rapport aux éoliennes en mer, où on va dire qu'il y a certaines personnes qui sont pas très contentes de les voir en mer, je trouve que ça défigure le paysage. Bref, je ne me mets pas dans ce débat-là. Et on avait récupéré en fait une planche d'Astérix, qui est je ne sais plus quel album d'Astérix, et où en gros Astérix et Obélix parlait en disant « Oh là là, ces constructions contemporaines qui défigurent le paysage ». Puis on avait fait un petit peu d'ironie là-dessus, on avait fait un peu d'humeur, on est sur les réseaux. Et là, aux surprises, en fait, ce tweet avait été récupéré dans un article du Point, le journal Le Point, et en fait avait donné lieu à une tribune donc d'un écrivain ou journaliste, j'ai plus tout à fait la référence, belge, qui s'était emparé de ça et qui nous avait fait tout un article, toute une chronique, vraiment une prise de position là-dessus, sur la base d'un tweet qui se voulait humoristique, vraiment d'humeur, et derrière elle était partie sur tout un truc sur les parcs éoliens en mer, blablabla, etc. Et là, assez fou, quoi. Sur un truc, mais complètement inattendu, quoi. Alors c'était assez remarquable de se dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a vu ce tweet, qui a quand même rédigé un article conséquent, plusieurs milliers de signes, donc une vraie tribune. Et là, on se dit, des fois, c'est la magie des réseaux. Alors là, je crois que c'est un objectif de vie de tous les community managers. C'est ça. C'était osé quand même. Hein. Ouais, mais alors, il avait bien fonctionné le tweet de base, mais là, ça reprise dans un article qui est publié sur un site. Enfin, assez remarquable. Donc celui-ci, c'est au Panthéon. Eh ben, pas mal. Et donc pour terminer, est-ce que tu pourrais nous citer une ou plusieurs personnes que tu aimerais bien entendre dans notre podcast? Français, internationaux, français. Nantais. Alors il y a quelqu'un, je trouve que ce qu'il raconte, il fait beaucoup de prises de parole et je trouve qu'il a un avis qui est assez intéressant, assez tactique sur les réseaux. C'est même prénom, c'est Julien Montiou.
donc de l'agence Antigel et qui maintenant a créé Superwax là, au cours de cet été. Je trouve qu'il a un avis qui est assez singulier, assez déterminé sur pas mal de sujets. Et voilà, je trouve que ça serait intéressant. Je pense qu'il a pas mal de choses à raconter, il a pas mal d'expériences à partager aussi. Ok, Très bien. c'est noté. Merci pour la reco. Plaisir. Merci en tout cas. Ben Ouais. oui, Très c'est ce chouette. que j'allais dire. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci beaucoup à toi d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que tu te sens bien quand même, malgré toutes nos questions. Écoute, pas de problème, on aura pu continuer. Non, mais extrêmement sympa comme moment d'échange. Merci beaucoup à vous deux. Ben, merci beaucoup à toi. Et, merci à toi aussi, Brian. Toujours à mes côtés. Avec plaisir. Et puis à bientôt, j'espère. On aura peut-être l'occasion de t'accueillir de nouveau, pardon. Complètement, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Nous sommes partout sous le nom Agence Ouest Digital. Et enfin, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Allez, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.